Je m'appelle Romain, j'ai 29 ans. Devant moi se tient un bunker effondré, perdu au milieu d'un paysage dévasté. Le ciel est gris, étouffé par une brume épaisse qui ne laisse plus passer la lumière. Avant, j'étais un simple manutentionnaire. Maintenant, je ne suis qu'un survivant parmi tant d'autres, traînant un sac à dos rempli de bric-à-brac. À chaque pas, mes bottes s'enfoncent dans un sol criblé de cendres. Devant cet abri, je guette une opportunité. Peut-être y trouverai-je des ressources, ou au moins une réponse. Je repense souvent à ce jour où tout a basculé. La guerre nucléaire a frappé vite et fort, comme un coup de massue. Un flash éblouissant suivi d'une onde de choc qui a tout balayé. Ma sœur était encore en ville ce jour-là. J'ignore si elle a survécu. Ce souvenir me hante sans cesse. On se chamaillait souvent pour des broutilles. Elle prenait trop de temps dans la salle de bain. Je ne rangeais jamais mes affaires. Maintenant, je regrette chaque dispute. Il ne reste qu'une photo d'elle, froissée dans ma poche. Je n'ai plus personne. Les rares visages amicaux que j'ai croisés sur les routes sont devenus des souvenirs lointains. Pourtant, ce bunker, je l'ai d'abord entendu mentionner par une connaissance, un vieil homme qui parlait d'un abri à proximité. Luc, un ami d'enfance, évoquait aussi un bunker quand on était gosse, un abri secret dont son père militaire lui avait parlé. Peut-être est-ce que celui-là. L'idée que ce lieu puisse exister m'obsède. Il pourrait contenir de quoi survivre, peut-être même des indices sur ma sœur. Mes provisions touchent à leur fin. Quelques boîtes de conserve et une gourde presque vide composent tout ce qu'il me reste. Mon compteur Geiger clignote parfois, signe que la radiation est toujours présente. Ce bunker semble être ma seule chance. S'il est encore intact, il pourrait contenir de la nourriture, un refuge. Mais une question me taraude. Et si je découvrais quelque chose de pire que la faim ou le froid? Mon regard fixe l'entrée rouillée. Une angoisse sourde monte en moi. Ce bunker, avec son air abandonné et ses murs de béton, semble tout droit sorti d'un cauchemar. Pourtant, je n'ai pas le luxe de reculer. Mon instinct me crie de faire demi-tour, mais la faim et le froid étouffent cette voix. Je me répète sans cesse, « Tu n'as plus rien à perdre, Romain, avance !» Alors j'avance. Sur le chemin, je croise deux survivants, Nadia et Jérôme. Ils marchent légers, portant seulement de quoi se protéger. Nadia cherche des médicaments pour sa fille malade, cachée dans une autre région. Jérôme, lui, a entendu parler de fichiers secrets enterrés dans ce bunker. Il me propose de fouiller ensemble. Ils veulent de l'aide pour entrer, et moi, je pourrais bénéficier de leur soutien. Après un échange rapide, nous décidons de collaborer. En marchant, je leur parle un peu de moi. Mon père était militaire. Il était obsédé par la survie, convaincu que le monde allait un jour s'écrouler. Quand j'étais petit, il m'apprenait des choses. Comment forcer une serrure, faire un feu, ne pas paniquer dans un espace confiné. Je n'avais jamais pris tout ça au sérieux. Mais aujourd'hui, je me raccroche à ces souvenirs comme à une bouée de sauvetage. Nous arrivons devant le bunker. Une porte en acier rouillé bloque l'accès. Les mains moites, je sors un pied de biche de mon sac. Nadia et Jérôme me regardent, nerveux mais encourageants. Je prends une inspiration et commence à forcer l'entrée. Mon cœur bat à tout rompre. On y va, dis-je simplement. Je n'ai pas d'autre plan. On se prépare. J'attaque la porte pendant que Nadia et Jérôme surveillent les alentours. Ils sont armés de couteaux rudimentaires. On vérifie aussi nos masques improvisés. Mon compteur Geiger clignote faiblement, signe que la radiation reste contenue ici. Après plusieurs minutes d'effort, un grincement résonne. La porte cède enfin. En entrant, Jérôme murmure qu'il veut retrouver des fichiers secrets. Il pense que ce bunker cache des preuves d'un complot militaire lié à la guerre. Nadia, elle, ne cherche qu'une trousse de secours ou des médicaments. Moi, je garde mon objectif simple, survivre, et peut-être trouver un signe, une trace de ma sœur. Les motivations de chacun compliquent l'équilibre de notre trio. L'ouverture de la porte ne révèle pas un couloir vide comme je l'espérais. Un éboulement partiel obstrue le passage principal. Les débris forment un amas instable. On doit ramper à travers une ouverture étroite, risquant de provoquer un nouvel éboulement. La peur m'étreint, mais je n'ai pas d'autre choix que de me lancer. Chaque mouvement soulève un nuage de poussière qui irrite mes yeux et ma gorge. En progressant, nous tombons sur une pièce annexe à moitié intacte. Des boîtes de conserve sont empilées dans un coin, scellées et couvertes de poussière. Mais ce n'est pas tout. Des dossiers sont éparpillés sur une table. L'un d'eux porte le titre « Expérience apocalyptique ». Il mentionne des tests sur des cobayes humains. Mon estomac se noue. Je pose le dossier, pris d'une nausée soudaine. La découverte des dossiers sème le trouble dans notre groupe. Jérôme semble fasciné, convaincu d'avoir trouvé une vérité cachée. Nadia, en revanche, est furieuse et veut partir immédiatement. Moi, je suis partagé. Ces révélations me terrifient, mais elles attisent aussi ma curiosité. Si ma sœur était encore en vie, aurait-elle pu être victime de ces expériences? Je ravale mes émotions et décide de continuer. Après une brève discussion, nous convenons de poursuivre l'exploration. Jérôme insiste pour fouiller plus loin, espérant découvrir davantage sur ce soi-disant complot. Nadia accepte à contre-cœur, mais seulement si nous pouvons trouver des ressources utiles. Moi, je veux des réponses. Nous avançons prudemment, nos pas résonnant dans les couloirs déserts, chacun perdu dans ses pensées.
Dans un moment de répit, nous partageons nos peurs. Nadia parle de sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis des semaines. Jérôme avoue que sa famille a péri dans les attaques initiales. Moi, je raconte mes souvenirs d'enfance avec ma sœur. Ces confidences créent un lien fragile entre nous, même si la tension reste palpable. Nous savons que ce bunker cache encore des horreurs. En progressant, un souvenir d'enfance me revient. Mon père m'enfermait parfois dans le garage pour m'apprendre à ne pas craindre l'obscurité. Ce traumatisme refait surface dans ces couloirs confinés. Je sens ma respiration s'accélérer. Pourtant, je me force à garder mon calme. Mes compagnons comptent sur moi. Chaque pas est un combat contre ma propre claustrophobie. Nous arrivons devant une porte en acier, différente des autres. Elle est intacte, verrouillée par un panneau de contrôle. Jérôme, qui semble avoir quelques compétences en électronique, commence à bidouiller les circuits. Mon cœur tambourine à l'idée de ce que nous pourrions trouver derrière. La porte finit par s'ouvrir dans un grincement métallique. Derrière la porte se trouve une salle de contrôle. Des capsules vitrées sont alignées contre les murs, contenant des squelettes et des traces d'expériences chimiques. Des écrans s'allument soudain, diffusant des rapports. Programme ultime, phase terminale. Une terreur glaciale m'envahit. Ce bunker n'était pas un refuge, mais un laboratoire de cauchemars. Nadia craque et hurle qu'il faut fuir. Jérôme, hypnotisé par les écrans, refuse de partir. Moi, je prends l'initiative. Nous récupérons les quelques provisions trouvées plus tôt. Des alarmes se déclenchent, probablement activées par notre intrusion. Nous courons à travers les couloirs, le bruit strident des sirènes nous pourchassant. Une fois dehors, l'air glacé frappe mon visage. Je réalise que mes illusions se sont écroulées. Ce bunker n'offrait pas la sécurité mais l'incarnation de la folie humaine. Je me dis que survivre ici à l'extérieur est moins effrayant que de revivre ce que nous venons de voir. Nadia, tremblante, partage mon silence lourd. Jérôme, visiblement traumatisé mais obstiné, décide de poursuivre ses recherches seul. Il affirme qu'il doit prouver au monde ce qu'il a découvert ici, quitte à risquer sa vie. Nadia et moi, épuisés et encore sous le choc, choisissons de partir. Nous emportons quelques conserves et des notes trouvées dans les dossiers. Jérôme disparaît dans les ombres du bunker, laissant une tension sourde dans l'air. Dehors, le silence nous enveloppe. Nadia et moi marchons vers l'horizon, évitant les zones irradiées. Nous trouvons refuge temporaire dans une maison en ruine. Là, nous partageons un repas frugal. Les révélations du bunker continuent de nous hanter, mais le simple fait d'être à l'air libre apaise légèrement nos esprits. Un étrange sentiment de gratitude m'envahit malgré tout. Alors que nous reprenons la route, Nadia me parle d'un convoi de survivants qui serait stationné plus au sud. Peut-être y trouverons-nous un semblant de communauté, ou au moins des informations. De mon côté, je garde l'espoir fragile de retrouver ma sœur, même si tout me dit qu'elle n'a pas survécu. Ce mince fil d'espoir me pousse à avancer. Je sors un carnet abîmé de mon sac et note ces mots. Ce bunker n'a pas été notre salut, mais il nous a appris une chose. Le pire n'est jamais là où on l'attend. Je ferme le carnet, jette un dernier regard vers l'horizon et serre les lanières de mon sac. Nadia marche à mes côtés, silencieuse mais résolue. Ensemble, nous nous remettons en route sous un ciel gris, avec l'espoir fragile de trouver un avenir meilleur. Chaque pas nous éloigne un peu plus des ombres du bunker, vers un monde encore incertain mais porteur d'une infime promesse de renouveau.